Retrouvez tous nos contenus sur YouTube et sur les différentes plateformes. Et si vous voulez nous soutenir, un petit like nous aide beaucoup. Click, click. This is your Kodak moment. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. On se retrouve une nouvelle fois pour parler basket avec un épisode un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Enfin, différent, c'est un intemporel, vous l'aurez dans cette playlist. On va essayer de discuter aujourd'hui sur 6 joueurs qui nous donnent des indications sur des choses symptomatiques qu'on voit en NBA. L'idée, c'est de se dire quels sont un peu les grands changements qu'on est en train de voir en NBA ou des plus petits changements et quels sont les joueurs qui peuvent symboliser ça. On va vous expliquer tout ça dans le détail, mais on est avec Jérém pour parler de ça. Salut Jérém, comment ça va? Ah bah ça va et toi? Écoute, ça va, je suis content qu'on fasse un podcast ensemble parce que ça fait un petit moment que je t'attends pour un autre podcast qui est pas celui-ci et je commence à me dire qu'on va jamais réussir à le faire. Disons que les chances que tu le fasses d'ici août, elles sont pas optimales. Et puis moi, il faut que je me rappelle quand même, parce qu'en fait, pour tout vous dire, il y a pas de spoiler, on veut vous faire un podcast sur, comme vous avez fait il y a 2 ans, sur des grandes séries de playoffs pour essayer de regarder plus tard ce qu'a donné la série. Et on en fait une sur le Lakers Celtics de 2010. Je crois qu'on s'est dit à peu près 3 semaines qu'on se lançait. Moi, j'ai à peu près fini mes matchs depuis une semaine. Et Jérém, t'en es au match. J'ai fini le 2 là. T'as fini le 2. Donc J'ai moi, commencé après, le je me 3 alors, rappelle de je suis au premier quart-temps du 3. Est-ce que tu prends du plaisir? Mais en fait oui, mais j'arrive pas à me caler 1h30 en plein été, voire 2 heures à regarder un match et du coup je regarde par micro-session C'est pas ouf, et hein, ça. et c'est pas ouf. Non, c'est pas ouf de faire ça, c'est sûr. Et puis tu prends un peu de retard du coup, quoi. Ouais, après retard, je veux dire la rentrée elle est en fin octobre, moi je suis large hein, pour moi. Ouais, il faudra juste que je me rappelle des matchs, quoi. C'est juste ça. Mais enfin bon, on se rejoint aujourd'hui pour parler d'autres choses, Jérém. L'idée, c'était qu'on puisse échanger un peu. On aime bien faire ça. C'est vrai que l'été s'y prête bien de pouvoir discuter de changements un peu structurels qu'on voit en NBA. Et on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'essayer de partir de joueurs concrets pour essayer d'expliquer des changements, soit qui sont intervenus, soit dont on se dit qu'ils pourraient intervenir dans les années à venir. Et l'idée, c'est qu'on soit en capacité d'échanger sur ces joueurs-là. Je crois qu'on s'en est sélectionné 6, c'est ça, hein? C'est ça, comme tu l'as annoncé il y a 1 minute. Comme je l'ai annoncé il y a 1 minute, exactement. On s'est dit que comme l'objectif n'était pas non plus de faire un podcast qui ne s'arrête jamais, qu'on essaierait de démarrer assez vite. Du coup, je te propose qu'on démarre avec le premier joueur tout de suite. Bah écoute, démarrons. Alors, pour expliquer, du coup, il m'a proposé cet épisode. J'ai laissé faire 70% du travail. Moi, je suis sur un été vraiment, je me repose. Donc du coup, il a sélectionné la plupart des joueurs et moi, j'en ajoute 1 ou 2 histoire de dire que j'ai participé, quoi. Non, mais t'en as quand même sélectionné 2 et moi j'en ai 4, mais c'est toujours que j'en avais un peu plus en stock si jamais il était nécessaire d'en avoir. Et donc, on va partir d'un premier joueur qui sera le joueur le plus connu de cette liste, parce que c'est difficile de faire plus connu que lui. C'est sur la thématique des superstars recyclés. Parce que c'est vrai que la question que je me posais, c'était de se dire que pour la plupart des joueurs, quand ils arrivent dans leur dernier gros contrat, souvent quand tu signes le dernier gros contrat, qui est souvent un contrat de 4 ans, alors c'est de moins en moins vrai, mais c'est souvent des contrats de 4 ans, en fait tu le signes surtout pour les 2 premières années. Et souvent, tu as les 2 dernières années restantes qui sont un peu des années poubelles, où tu sais pas trop quoi faire du joueur. Meilleur exemple de ça, Paul George, qui est quand même un peu là-dedans et qui aurait d'ailleurs pu être choisi. Alors j'ai pris LeBron James au final, mais Paul George aurait pu être ça. Il peut en avoir d'autres qu'on peut prendre. Je sais pas si tu en as en tête. Il y en a de moins en moins quand même des contrats comme ça. Mais je sais pas si tu en as Mais d'autres en tête. moi j'ai plus l'impression qu'on a après une période où tu as des anciennes stars qui vont un peu se battre avec des petits contrats comme Russell Westbrook par exemple qui a pris sa retraite là et qui a vécu 2-3 dernières années où bah il se battait un petit peu à la free agency pour avoir un spot. Mais après le côté le côté vraiment le joueur il est en bout de course sur la fin, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins le cas qu'avant parce qu'en fait les joueurs tiennent beaucoup plus longtemps qu'avant, hein. Tu vois, je m'étais dit en regardant sur des joueurs qui maintenant sont quand même en difficulté pour assumer le volume que vaut leur contrat. Je m'étais noté Joel Embiid quand même, tu vois, qui pourrait lui aussi Ah mais être pour le dans coup une lui il a dynamique. 31 ans ou 32 ans quoi. Oui, mais tu pourrais déjà te dire comment tu fais en sorte que les 2 dernières années restantes, elles soient pas trop pénalisantes. Je m'étais noté, Jimmy Butler, il va avoir une année comme ça, mais c'est vrai que c'est un petit peu à part. Je m'étais noté quand même Paul George, moi, qui est quand même un contrat max, hein, faut quand même le rappeler. Oui, mais après, il a pas non plus fait une dernière saison qui est horrible, le problème c'est qu'il a eu la suspension de 25 matchs pour dopage, mais
Non, et d'ailleurs, je voulais le prendre au début plutôt que prendre LeBron. C'est-à-dire pour moi, il a opéré cette transition. Il fait partie des joueurs qui ont réussi à opérer cette transition. Je pense que AD peut quand même assez vite rentrer dans cette catégorie. Et tu peux avoir aussi, par exemple, moi je trouve Kevin Durant qui en fait n'a jamais vraiment changé de style de jeu. Et au final, aujourd'hui, il vaut plus vraiment ce qui coûte. Non, mais après, il a quand même toujours le côté un peu élite dans des endroits où il était élite avant. Je pense que l'image de Kevin Durant, elle est pas du tout celle d'un joueur qui a chuté, même si je suis d'accord avec toi et qu'il a régressé dans certains domaines. Je pense pas qu'il y ait enfin, tu vois, l'image qu'on pouvait avoir dont tu parlais de vraiment la fin de son contrat est terrible. En vrai, sa saison, elle est quand même pas dégueulasse, quoi. Oui, non, 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 c'est sûr. Mais en tout cas, l'idée, c'était de se dire, je me dis que au fur et à mesure du temps, alors effectivement, ça pourrait être aussi sur des contrats qui sont plus bas, mais qu'on peut essayer de vite transitionner en fait, tu essayes de faire durer le même format de joueur aussi longtemps que possible peut-être qu'il faut revoir leur rôle pour qu'ils continuent à être efficaces et intéressants pour leur effectif parce qu'ils ne sont plus en capacité de faire ce qu'ils faisaient historiquement à un volume important avec efficacité. Et donc, le joueur qui me semblait bien symboliser ça sur la saison, c'est LeBron James. C'est LeBron James qui a opté, alors qui a eu presque 3 rôles dans la saison, parce qu'il y avait un tout petit moment à la saison, notamment à la fin, où il y avait ni Austin Reeves ni Luka Doncic, et du coup ça a été la première option. Pendant une bonne partie de la saison, ça a dû être la deuxième option. Mais on a aussi eu un moment de la saison où ça a été une troisième option. Peut-être juste avant qu'on démarre, toi, t'as pensé quoi de la saison de LeBron? Moi, je sors quand même avec le choc de ce qu'il a fait en playoff, quoi. Moi, je trouve que c'est presque un des joueurs les plus réguliers de la campagne de playoff. Alors que quand même, il y a une série contre le Thunder. Alors, sa série n'est pas exceptionnelle, mais mine de rien, je trouve qu'à son âge, avoir réussi à faire ça, moi, je suis choqué quand même, hein. Et puis surtout de retrouver un rôle comme ça en 4-5 matchs avant la fin de saison pour se remettre dans le truc, c'était un peu étonnant quand même. Après, il a fait ça pendant 22 ans aussi, donc ça ça revient vite, je pense, hein. Ouais, c'est sûr. Non, non, mais c'est sûr. Mais pour le coup, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est pas tant ce qu'il a fait à la fin, c'est plus le passage qui a duré un gros mois où il a été troisième option. Et déjà, ce que je voulais qu'on essaye de regarder, c'est comment JJ Redick a réussi à le contextualiser pour qu'il soit une troisième option intéressante et de se dire, si d'autres joueurs voulaient faire un peu le même type de mouvement, qu'est-ce que ça demande en fait pour pouvoir réussir à le faire. Alors, j'ai une première petite question pour toi. LeBron a fait une saison en dessous de 30% d'usage. C'était la combienième dans sa carrière en dessous de 30% d'usage? Tu dirais 3e? C'était sa troisième exactement. Tu avais ces 2 premières qui étaient là-dedans. C'est intéressant parce que ça rappelle aussi le temps de l'évolution de LeBron parce qu'il est arrivé dans une NBA qui était moins héliocentrique. C'est lui qui a été le premier initiateur de cette NBA héliocentrique et donc ces 2 premières saisons, il était en dessous des 30%. Effectivement, il a tourné à 29% d'usage sur la saison, mais il y a effectivement le mois de mars où il a été une troisième option. Bon, pour le coup, son usage a été vraiment très très bas parce qu'il était à 23% d'usage. Et donc là, on descend vraiment sur des volumétries qui sont des volumétries de troisième option. Oui, tu veux rajouter quelque chose, je crois que t'as envie de dire une connerie. En tout cas, un super backup à Aaron Gordon, mais enfin bon, ça Putain, il commence à me faire chier avec ça. Ceci étant, à choisir, je pense que j'aurais préféré Denver que Philadelphie. Matt, si tu nous écoutes, tant pis. C'est comme ça. Après, Matt, je te le laisse, hein, c'est bon. Je te Et alors, du coup, quand même, sur cette période où il est troisième option, juste pour donner quelques éléments statistiques, en fait, ce qui est intéressant, c'est que JJ Redick l'a transformé un peu en un connecteur plus. Je pense que simplement dire que c'était un connecteur, c'est un peu limité. C'était pas vraiment qu'un connecteur, c'était quand même connecteur plus avec quelques plays qui lui étaient assignés. Mais je pense que le premier élément qu'on a vu, c'est une espèce de surconcentration sur les choses qu'il est encore en capacité de bien faire. Et c'était un peu le premier élément. Sur ce mois-là, il tourne c'est 81e percentile sur l'usage. À l'efficacité au tir, il est aussi 81e percentile. À l'assist percentage, il est 91e percentile. Donc, il fait mieux que 91% de l'NBA. Assist pour usage, 97e. Il perdait encore beaucoup de ballons. Mais en fait, on l'a beaucoup vendu que c'était un connecteur, mais en fait, il s'est plus retrouvé comme un distributeur de milieu de possession qu'on l'a beaucoup vu faire. Et JJ Redick a vraiment voulu insister sur la finition au cercle pour supprimer tout le reste. C'était plutôt une année où il était en délicatesse sur le tir. Il est 94e percentile sur la fréquence au cercle sur la période. Donc c'est vraiment énorme. Il prenait un tir sur 2 au cercle quand même sur la période, ce qui est énorme. Et il était 0 tir. C'était tout simplement l'ailier de NBA qui prenait moins de tirs à 3 points. Donc vraiment une hyper concentration là-dessus. non, moi, ce que je dirais effectivement de la saison de LeBron, c'est
Je pense que le terme n'existe pas, mais en fait, un tel niveau de passing mis dans un rôle de connecteur, en fait, c'est pas vraiment un rôle de connecteur. Pour moi, c'était un rôle de créateur intermédiaire. Alors, ça n'existe pas, mais dans l'idée, je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu avais un créateur au second niveau de l'action. Et en fait, c'était assez exceptionnel comme rôle parce que c'était vraiment le cas type de bon, bah, ok, je suis plus le joueur que j'étais. Il y a Luka Doncic dans l'effectif, donc je ne peux plus être le créateur primaire. Néanmoins, je vais trouver un moyen de continuer à être viable et être un vrai plus pour mon équipe. Et en fait, je le suis effectivement en étant cette sorte d'intérieur passeur, créateur. Et franchement, la seule chose qui lui manquait, c'est le tir. Je me demande à quel point l'Asiatique de début de saison, elle a pas mis un petit coup dans son tir à 3 points, parce que pour moi, il paraissait un peu raide sur la mécanique. Mais franchement, si le tir avait été là en plus, bah, ça aurait été encore une saison dans le top 20 NBA, je pense, hein, ce qu'il aurait produit. Donc, Ouais, ouais. d'autant que sur ce mois-ci, il est encore 88e pourcentile sur la capacité à chercher des fautes et aller au lancer, ce qui est vraiment énorme. Et que en plus, je trouve que euh, comme se retrouve en troisième option lui libère beaucoup d'énergie, on l'a retrouvé dans un rôle de connecteur défensif. Il a pas mal joué le rôle de safety. Pas de roamer, c'était pas vraiment un rôle de roamer, c'est plus un rôle de, on va dire, d'électron libre sur la défense qui peut prendre des risques pour générer des pertes de balles parce que les Lakers avaient une défense très agressive dans laquelle il était plutôt pas mal. Moi, j'ai trouvé en fait dans ce rôle-là, même défensivement, je trouve que ce passage-là de Mars était plutôt pas trop mal. Et donc, t'as un rôle en fait qui se développe de connecteur offensif et défensif. Et c'est vrai que tu peux miser sur son IQ qui est au-dessus avec un volume diminué. Bah, peut-être que tu gagnes aussi un petit peu en lucidité et ça te permet de le mettre encore plus en valeur. Ce que je me disais, c'est que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir un peu comment JJ Redick l'a utilisé durant cette période-là. Moi, je trouve qu'on a retrouvé énormément d'actions en post-up, en fait. JJ Redick l'a beaucoup plus utilisé en post-up et sur les short rolls pour pouvoir réussir à lui faire créer. Et en fait, je pense que ce qui est important quand tu as un joueur qui diminue physiquement à ce point-là, c'est le coach est hyper important pour réussir à retrouver des situations qui génèrent du chaos. Et je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que c'est ce que JJ Redick a bien fait. Alors, il pouvait d'autant plus bien le faire qu'il y avait Luka Doncic et Austin Reeves, notamment pour la question des short rolls, qui sont un peu les premiers générateurs de chaos. Et donc, si tu trouves LeBron sur short roll, sur les distributions, c'est facile. Mais je pense que ce qu'a pu faire LeBron est aussi très dépendant de ce qu'a mis en place JJ Redick là-dessus, quoi. Non, mais ouais, je suis d'accord. Je pense que de toute façon, le système a été pensé pour exploiter LeBron aussi. C'est-à-dire que enfin, même si on est d'accord que bah, c'est plus l'équipe de LeBron et qu'elle tourne plus autour de lui, comme tu dis, je pense que la situation de short roll, c'est la situation idoine pour lui. Parce qu'en fait, tu as déjà un premier décalage qui est fait et tu demandes à LeBron de juste amplifier les décalages. Bon, pour lui, qui a passé sa carrière, sa vie à être un créateur primaire, qui a en plus la taille et la vision de jeu pour exploiter les timings que donne ce genre de situation. Oui, je pense que tu es obligé, quand tu es Redick, de te dire je vais exploiter ça. Vu que la défense des Lakers, de base, tu peux pas te dire que ça va être une top défense. Il fallait vraiment que l'attaque soit vraiment de très haut calibre. Et effectivement, le fait d'avoir cette création intermédiaire de LeBron te permet d'arriver à ce niveau-là. D'autant que il lui reste aussi ce truc de création poste bas, je trouve, où il peut être très bon parce qu'il a cette menace poste bas par sa puissance et du coup, bah, en fait, il attire des défenseurs et donc même en étant arrêté, en fait, il crée des situations de jeu pour les autres, quoi. Et ce que je trouvais intéressant, c'était vraiment cette idée, parce que pour moi, tu vois, quand tu parles d'un connecteur, souvent le connecteur, c'est un joueur où tu vas avoir un drive, tu ressors sur lui et il est en capacité de faire le bon choix. Là, ce qu'a essayé de faire JJ Redick, n'était pas simplement de le trouver dans ces situations-là, mais plutôt de trouver une première situation où il y avait un peu de chaos généré par Reeves ou Doncic et de le mettre dans une situation où il va amplifier ce chaos. Il va lui-même en créer encore un plus. C'est pour ça que c'est pas vraiment un connecteur, en fait. C'est un rôle un peu plus que tu arrives à trouver, qui d'ailleurs, je trouve, ressemble par certains aspects beaucoup au rôle de Rajon Rondo dans les finales de 2010, que tu vois beaucoup dans les zones intermédiaires comme ça, sur du décalage de chaos, enfin de l'amplification de chaos. Et c'est intéressant, je trouve. Et je trouve que ouais, l'enjeu, c'est vraiment ça, c'est de réussir à générer du chaos quand son physique ne lui permet plus de générer du chaos ou que son volume ne lui permet plus de générer du chaos. Je regardais sur la période, il est à 5 drives par match, hein. C'est quand même extrêmement peu sur ce mois de mars, pendant que Luka et Reeves sont à 12 et 11. Donc ça fait une différence assez importante. Euh,
Voilà, moi je trouvais cette utilisation intéressante et un peu inspirante pour la suite, pour essayer de trouver, à ces joueurs-là, un rôle qui est à mi-chemin entre le connecteur et la deuxième option. C'est plus qu'une troisième option, c'est plus qu'un connecteur et je pense que c'est un rôle qui peut un peu se développer quand même, tu vois? Alors oui, mais en même temps, c'est quand j'y réfléchis, je me dis: «Il faut quand même un prototype physique et un niveau de création de très haut niveau pour être là-dedans». Donc c'est pas non plus, par exemple, je pense, évident pour un meneur ou un arrière, tu vois? Un arrière qui serait pas surtaillé, d'être vraiment dans ce rôle-là et il faut quand même des talents de passeur plus plus, donc des joueurs, par exemple, qui étaient des force scoreurs. Tu peux pas vraiment les mettre, en fait, dans ce rôle-là plus tard dans leur carrière parce que la création, c'est pas un truc, je trouve, qui s'apprend réellement, tu vois? Il y a une part d'inné qui fait que bah, même dans le niveau de création secondaire, en fait, LeBron, il utilise son Q-Basket plus par rapport aux autres, quoi. C'est sûr que ça demande un apprentissage, je pense que LeBron peut faire ça aussi parce qu'il a eu sa période Miami où il a joué avec Wade ou même sa période Cleveland où il a joué avec Kyrie. Tu vois, par exemple, un joueur comme James Harden, on voit qu'aujourd'hui son rôle bouge qu'à la marge, il a un tout petit peu bougé, l'usage est un peu plus bas, mais tu restes un peu sur les mêmes types d'utilisation, mais aussi parce que James Harden n'a pas développé ce connecting, en tout cas ce jeu sans ballon avec le temps. Mais j'avais quand même une petite liste, tu vois, de joueurs où je me dis que ça peut, les intéresser, mais peut-être que toi tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que je suis d'accord avec toi, mais après, il y a une notion de vision de jeu, que tu as ou que tu as pas, quoi. C'est surtout ça que je voulais dire, hein, Ouais, mais Harden, pour le coup, pour le coup, il l'a. C'est pour ça il paraît ouais, il bon, semblerait que la vision, il l'a plutôt, tu vois, dans la liste de joueurs que je m'étais noté, je m'étais dit que Westbrook, à un moment donné, je trouve que c'est ce qu'a plutôt pas trop mal réussi à faire Denver, c'était de pas simplement l'utiliser comme un connecteur, tu vois, dans un coin, mais le trouver parfois un peu en mouvement pour, amplifier les premiers KO, mais je sais pas ce que tu en penses? bah, en fait, je pense que Westbrook, parce que j'ai donné les meneurs et arrière, mais je pense que là où, on va dire, il sort un peu du lot, c'est que Westbrook partait de tellement haut athlétiquement que c'était pas un meneur normal, dans ce genre de situation, en fait. Il restait extrêmement athlétique, même à 36-37 ans, donc oui, je pense que, il peut rentrer dans cette catégorie-là. Même si après, la différence, c'est le niveau de déchets, notamment au niveau des pertes de balles de Westbrook dans ce type de rôle-là, c'est pas du tout comparable à LeBron, je trouve, mais Même si encore une fois, sur LeBron, il y a quand même pas mal de déchets, hein. oui, Quand parce même peu de qu'il a pertes de balles, un mais jeu de passe à risque, oui. ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Je m'étais noté Jimmy Butler, tu vois, quand qui va revenir là de ses croisés, il va quand même se poser la Ouais, j'y question pour pensais, les ouais. Warriors de comment tu le rends, valuable, quoi, tu vois, là-dedans, hein. Après, le truc de Jimmy Butler, c'est qu'il était déjà peut-être dans un rôle qui va juste reprendre parce qu'il avait quand même un usage qui était en net recul une fois arrivé à Golden State. Il jouait un peu, je sais pas si tu te souviens, mais quand il est arrivé, il y avait un peu une sorte de triangle entre Curry, Draymond Green et lui. Et il était déjà dans ce rôle de jeu poste bas très arrêté. Donc je me dis, lui, pour le coup, il avait déjà commencé une transition juste en se disant, j'arrive à Golden State, je change de jeu, quoi. Je m'étais noté, alors là, c'est plus sur des joueurs pendant 5-6 ans, mais je serais curieux, tu vois, par exemple, de voir comment Jokic est utilisé quand il va commencer à devoir diminuer son volume, si le physique commence à être un peu plus difficile. Les 2 joueurs que je vais citer, je suis un peu plus inquiet parce que la partie défensive, si le physique descend, peut vraiment être problématique. Mais tu vois, je me dis Jokic aussi, peut-être qu'il y aura un truc à inventer un peu comme ça, si le volume doit être amené à descendre, pour continuer Mais à Jokic, l'utiliser. il a déjà un jeu, je trouve, tu Qui colle vois, à ça, ouais, ouais, qui colle à ça, complètement, ouais, ouais. donc en fait, je pense que le problème de Jokic, ça va surtout être de se dire comment comment on fait défensivement si c'est pire que maintenant, quoi, Je mais c'est pensais encore à la Luka question. Doncic, mais qui, pour l'instant, se dirige plutôt vers un truc à la James Harden, je pense. Mais tu vois, comment tu arrives à garder Luka Doncic efficace dans 4-5 ans? Ça peut être une vraie question, hein. Bah, il a ce même truc que Harden où tu te dis, bah, il a pas spécialement envie de jouer sans ballon, donc c'est vrai que je pense que, en fait, le chemin pour lui, c'est un peu comme Harden, il est plus grand que pour LeBron pour faire une transition comme ça, en fait. Je suis un peu d'accord. Et le dernier joueur que je m'étais noté, qui pour moi est l'exemple d'un joueur qui ne l'a pas fait, qui a plutôt continué à essayer de jouer pareil, alors pour moi il a un peu toutes les qualités pour le faire, c'est DeRozan. Moi j'ai trouvé ces dernières années que DeRozan était plutôt un passeur intéressant depuis son passage aux Spurs globalement, mais en fait le rôle de DeRozan n'a jamais bougé. Il n'y a jamais eu de tentative d'exploitation de DeRozan dans un autre registre qui est extrêmement difficile, hein. De changer le registre d'un joueur à 35 ans, c'est extrêmement difficile, hein. Mais DeRozan n'a jamais voulu être un joueur efficace, hein, enfin, tu vois, c'est le problème, ouais, c'est ouais. qu'il et finalement, il s'est un peu il se complaît dans ce qu'il a été et je pense que, tu sais, comme beaucoup de joueurs pro, il a pas ce truc de se dire, «Ah, peut-être que mon jeu, faudrait que je le change». Parce que pour lui, en fait, il y a jamais eu de problème avec son jeu. Tu vois ce que je veux dire? Mm, Et donc vu qu'il quand même, il passe les années plutôt très bien parce qu'athlétiquement, il est quand même toujours,
toujours assez haut par rapport à son âge, je trouve. Ouais, Bah, je carrément. pense que pour lui, la question se pose pas. Le problème, c'est que en fait, elle aurait déjà dû se poser il y a 5 ou 6 ans, quoi. Et c'était d'ailleurs un petit peu posé à l'époque des Spurs, l'utilisation d'un rôle différent. Ouais. Ouais. Et le dernier, mais je serais très curieux de voir comment les Celtics vont l'utiliser, c'est Paul George qui je trouve a entamé une forme de transition. Et je suis curieux de voir ce que Ouais. ça va donner. Mais dans la liste, je trouve que celui pour qui c'est le plus évident, c'est Jimmy Butler qui en a toutes les qualités. Heu, parce qu'il entre guillemets, il a déjà un côté tellement couteau suisse et il a tellement joué beaucoup de rôles dans sa carrière que j'ai l'impression que pour lui, c'est une évidence que cette évolution-là, s'il veut la faire, il la fait, quoi. Et est-ce que pour toi, du coup, LeBron dans ce registre-là était toujours un joueur contre max? Toi, quand tu vois qu'Anunoby à 42, pour moi non. Hein. Pour moi, la réponse c'est non. Mais est-ce que pour toi, Non, moi je pense que c'est pas «possible» entre guillemets. C'est toujours un joueur très fort, mais en fait avec peut-être dans l'ancien CBA, je t'aurais peut-être dit oui, mais dans l'actuel, c'est non, quoi. ouais, je suis d'accord. Donc voilà, c'était le premier joueur que j'avais, c'était LeBron. Bah écoute, je te laisse la main pour le deuxième. Alors, bah, moi le premier joueur que j'ai, c'est Josh Hart. Ouais. Je trouve que Josh Hart, il correspond un peu à, une problématique de fond qui était, au milieu des années 2010, on a une sorte de surimportance qui est donnée au tir à 3 points et on a plein de joueurs qui, de ce fait, deviennent un peu caduques. C'est-à-dire que finalement, si tu es un joueur et notamment un extérieur et que ton shoot à 3 points n'est pas fiable, enfin, à moins d'être vraiment exceptionnel et élite dans certains domaines, ça devient très dur de t'utiliser. Et je trouve que ce qui est fait avec Josh Hart depuis quelques années, c'est-à-dire d'arriver à en faire un titulaire alors qu'il a pas le shoot à 3 points, qu'il est même pas si élite que ça en défense, bah, c'est assez fort. Et en fait, une des solutions qu'ils ont trouvées, c'est une solution d'ailleurs qui est globale, hein, c'est de dire quand on a un joueur comme lui, en fait, on le fait initier. Heu et s'il porte le ballon, bah, du coup, le fait qu'il apporte pas un spacing of ball, c'est moins gênant parce qu'il est impliqué dans l'action et donc il est quand même une menace et c'est une mécanique qu'on retrouve, je pense, dans 2 postes aujourd'hui. C'est d'un côté un peu chez des arrières ailiers comme Josh Hart et aussi chez certains intérieurs. Toi, tu l'avais documenté avec, Walker Kessler, en début de saison en vidéo et même globalement, je pense que c'est l'évolution du poste d'intérieur où en fait on s'est dit: «Bon, bah, voilà, les intérieurs qui ont à la fois pas la menace près du cercle et pas le shoot à 3 points, bah, on va les utiliser un peu comme des hubs offensifs et en fait maintenant, bah, l'évolution c'est d'utiliser aussi des arrières et des ailiers comme des sortes de hubs offensifs, même si c'est avec une certaine parcimonie. Bah, en fait tactiquement ça te permet de rendre ces joueurs viables et peut-être, bah, d'avoir les côtés élites de leur jeu qui sont toujours utilisables. Par exemple chez Josh Hart, bah, c'est clairement le jeu de la bataille des possessions, et en fait tu as envie de l'avoir en titulaire parce que c'est un rebondeur complètement exceptionnel et que, il a en plus, on va dire, un QI basket suffisant pour arriver à fonctionner avec, des joueurs, plus adroits autour, quoi. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que je trouve qu'il y a vraiment une transition de fond qui est engagée depuis 2-3 ans. On a eu un paradigme à un moment donné du five out. C'est-à-dire d'essayer d'aller générer du vrai five out avec 5 shooters sur le terrain. Et notamment avec l'idée d'avoir, parce que en fait, ce que tout le monde s'est rendu compte, c'est que si tu peux protéger le cercle à un niveau élite et avoir un spacing élite, mécaniquement, tu dois être le meilleur, quoi. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que le profil du shooter protecteur de cercle, il est extrêmement difficile à trouver et que dans 99% du temps, soit c'est un contrat max, et encore, il n'y en a pas beaucoup. En gros, tu as Joel Embiid et Victor, et encore, hein, Victor, c'est même pas encore Jaren Jackson? totalement... Qui? Jaren Jackson Jr.? Ouais, allez, à la limite, peut-être. Ouais, ouais. Et encore le shoot, ouais, ok. Ou alors, si t'es sur des volumes en dessous de 30 millions, bah, tu vois, moi, j'en ai qu'un en tête, c'est Turner, en fait. Tu vois, t'as comme... Porzingis aussi à un moment donné? Ouais, Porzingis, oui, c'est Quand vrai. il Si avait Porzingis. encore, la mobilité, quoi. Ouais, ouais, non, t'as raison, Porzingis, c'est un bon exemple. Sinon ouais, j'avais Miles Turner en tête. Et en fait, tu te rends compte que ce truc finalement est extrêmement théorique parce que c'est très difficile d'aller trouver le shooter protecteur de cercle. Et donc, on a une transition vers des équipes qui, de plus en plus, préfèrent donner la balle dans les mains de ce joueur-là, qui est le joueur non-shooter, et de le faire évoluer loin du cercle. Et globalement, pour rendre ces joueurs-là viables, tu as un peu 2 façons de fonctionner. La première, c'est d'avoir du drive, parce que tu peux pas être trop loin d'un joueur qui drive, sinon tu te fais rentrer dedans. La deuxième, c'est le main à main. Le drive, effectivement, tu peux parler de Josh Hart. Le main à main, je trouve que le meilleur exemple, c'est Draymond Green. Et c'est l'exemple des Warriors. Et moi, c'est vrai que je suis assez d'accord. Je trouve que c'est un mouvement de fond qu'on a où, en fait, t'as pas l'impression qu'il y a un peu toutes les équipes qui laissent tomber là ce paradigme du full five out de shooter, tu vois.
Bah, on va dire qu'il y a des équipes qui ont pas vraiment voulu renoncer à la base, comme Boston, et qui ont eu du succès en n'y renonçant pas vraiment. Mais je pense que ce qui est marrant, en tout cas, avec cette tendance de fond, c'est que il y a eu 2 phases. C'est-à-dire qu'il y a eu une phase où on cherchait d'avoir un maximum de shooters, et généralement, quand on acceptait qu'un joueur soit pas un shooter, c'était parce que c'était un rim runner au poste de pivot ou un intérieur un peu à la Aaron Gordon, qui était tellement athlétique et puissant qu'en fait, tu pouvais te permettre d'avoir ce joueur qui était pas un spacer. Petit à petit, on a évolué, et maintenant, bah, effectivement, c'est plus très rare de voir des extérieurs qui sont pas des spacers, et ça permet aussi, bah, voilà, de réintroduire, en fait, dans les rotations des joueurs qui étaient pas forcément dans la méta du jeu, et c'est plutôt intelligent, et c'est, voilà, tactiquement un ajustement qui permet de rendre viable, tu vois, un Josh Hart qui, depuis le début de sa carrière, avait clairement un potentiel évident, quoi. Bah oui, parce que par ailleurs, t'as d'autres catégories importantes qui sont en capacité de remplir, quoi. Effectivement, Josh Hart, tu l'as dit, c'est la bataille des possessions, mais c'est même plus globalement que la bataille des possessions, c'est tout ce qui est autour du... Bon, c'est moi que ça bataille des possessions, mais tout ce qui est autour du hustle game, quoi. Et Ouais, donc, c'est ça. oui, il peut te permettre d'aller chercher beaucoup de choses. Tu vois, je m'étais noté une liste de joueurs qui, pour moi, sont un peu là-dedans, c'est-à-dire des joueurs qu'on préfère voir balle en main, même s'ils shootent pas vraiment, plutôt que de les utiliser, plutôt que d'utiliser un shooter très carencé. Je m'étais noté Walker Kessler, tu l'as dit, qui pour moi est complètement là-dedans. Et c'est vrai que sur les pivots, on avait commencé à le voir avec Nikola Jokic, mais qui était plutôt sur des profils de stars. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à le voir plutôt sur des profils de role-player, quoi. Bah, en fait, moi, j'avais fait un article là-dessus, au moment où vraiment, les Nuggets ont gagné. Et généralement, quand, une équipe gagne un titre avec un rôle, bah, le rôle s'étend. C'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'était un peu, je pense, comme avec, le 3 points et les Warriors. C'est-à-dire qu'il y a d'autres équipes qui l'ont fait avant. Mais après, il y a un joueur qui est venu, valider le principe, et en fait, on le voyait à l'époque avec des Andrew Bogut, avec des Joakim Noah, tu vois, par exemple, aux Bulls, d'avoir ce hub offensif chez les intérieurs. Mais c'est vrai que là, ça a pris un essor complètement dingue, où maintenant, je pense que toutes les équipes vont avoir un pivot qui fait ça, et on l'a vu, pas plus tard que pendant les finales NBA, où on avait Karl Anthony Towns qui n'avait jamais vraiment réellement fait ça, mais qui d'un coup se retrouvait en hub offensif pendant les playoffs, quoi. Tu vois, je me suis noté, donc chez les intérieurs, je me suis noté Kessler, je me suis noté Claxton. En fait, je crois que les gens que je me suis noté, je n'ai pas regardé la vidéo, mais c'est toujours sur la vidéo. Je me suis noté Isaiah Hartenstein. Hartenstein est un super 4 ça, parce qu'avant qu'Hartenstein arrive, OKC essaye dans le paradigme du frère five out, et finalement lâche ça parce qu'ils se rendent compte qu'aller chercher des rebonds offensifs, c'est plus intéressant, et de la défense aussi au poste, notamment s'il faut jouer Jokic. Quand tu shootes aussi mal, quoi. Ouais, mais surtout quand tu shootes aussi mal au final. Je me suis noté Rob Williams, qui a quand même été aussi un peu là-dedans. Mine de rien, avec Boston, il avait du temps de jeu, et quand il était comme ça, il était utilisé plutôt dans un rôle de hub offensif. Ford, hein. Premier Ford, c'est qu'il y a aussi le spacing avec le Il y a tir aussi quand même. spacing, ouais. Je m'étais noté Marcus Smart, et je me suis noté Marcus Smart, même si on garde un peu la menace de tir, mais est-ce qu'elle est vraiment supérieure à celle de Josh Hart? Finalement, pas Non, tant que ça, hein, tu vois. c'est juste qu'il est tellement confiant quand il shoot que tu y crois pendant un moment, Ouais, quoi. ouais. Oui, alors lui, vraiment, il y a un vrai phénomène mental, ça, je suis complètement d'accord. Et je pense que le dernier, euh, en tout cas, l'équipe va vraiment y arriver, mais elle galère un peu, c'est Dyson Daniels, qui est aussi un petit peu là-dedans, mais l'équipe galère un petit peu. T'en vois d'autres, toi, des profils un peu à Josh Hart? Parce que je trouve quand même, pour l'instant, les équipes quand même essaient vraiment de le faire autour du pivot, parce que ça permet d'avoir un gros rim protecteur et un gros rebondeur. Est-ce que toi, tu vois d'autres ailiers un peu dans ce mouvement que Josh Hart? Alors là, instinctivement, non, mais en fait, ce que je me dis, c'est que déjà, c'est un truc que tu fais quand tu as un intérieur qui lui. En fait, c'est ce que je disais, c'est que quand tu acceptes ce genre de choses, c'est parce que tu as une autre personne qui va le compenser. Et les Knicks le font parce qu'il y a Karl Anthony Towns. Parce qu'il y a Towns qui est effectivement un excellent shooter à 3 points, tu peux te permettre de le faire. Et je pense que par exemple, une équipe qui a Porzingis, une équipe qui a voilà, un joueur qui peut stretch sur le poste de pivot, peut se permettre de faire ce genre de choses. Euh, donc je pense qu'on le verra encore, et probablement qu'on l'a déjà vu cette saison et que là ça vient pas, mais dans 10 minutes on va se dire. Il y avait des Bah, en tout cas, moi, c'est vrai qu'en regardant, je trouve que c'est vrai que c'est plus marqué, je trouve, chez les pivots, que ça ne l'est que ça ne l'est sur les autres postes, où c'est vite des stars, en fait. Ah, mais Plus c'est que du repère. clairement un mouvement de fond qui part des intérieurs, ça Ouais, c'est ouais, clair et ouais. net. Mais ce serait intéressant de voir, de voir effectivement, alors ça va faire lien peut-être avec le sujet suivant, mais ce serait intéressant de voir si effectivement ça peut aussi se développer chez des ailiers ou chez des arrières, parce qu'on voit de plus en plus d'ailiers derrière qui sont mobilisés dans cette bataille des possessions. Tu vois, il y a d'autres trucs à dire autour de Josh Hart? Non, je pense qu'on peut avancer.
Bah du coup, je vais embrayer avec un joueur qui de mon côté joint un peu ce que tu dis autour de Josh Hart et qui peut-être d'ailleurs peut nous faire une liste de joueurs qui pourraient devenir des Josh Hart de demain. Je voulais parler de Jordan Goodwin. Je sais pas si vous voyez bien qui est Jordan Goodwin, hein, qui a joué chez les Lakers et puis qui est chez les Suns. Maintenant, meneur, arrière, ailier, il peut jouer un peu les trois postes, joueur pas très grand. Je trouve que Jordan Goodwin il est intéressant parce qu'il symbolise bien cette arrivée dans laquelle aussi Josh Hart finalement peut faire partie, mais sur un niveau peut-être nettement supérieur. Mais cette arrivée qu'on a de role players qui sont des mauvais attaquants, pas très bon spacing, le passing est pas spécialement bon, mais par contre extrêmement fort sur bataille des possessions, donc la partie rebond offensif. Et moi je vais compter deux trucs, le rebond offensif et la presse tout terrain. Pourquoi je compte ces deux trucs? Parce que on voit de plus en plus d'équipes pratiquer ce qu'on appelle la tag offense. Tu sais, c'est l'idée de venir mettre de la pression sur le rebond à 5. Et quand tu mets de la pression à 5 sur le rebond, effectivement, tu peux aller gagner plus de rebonds offensifs, mais surtout, tu es déjà en place pour la presse, si jamais tu n'arrives pas à obtenir le rebond offensif. Et donc, je pense que ces joueurs-là vont fortement gagner en importance. Et effectivement, Jordan Goodwin représente bien ça. Et en fait, ce que je trouve intéressant avec ces joueurs-là, c'est que dans un nouveau CBA où tu dois quand même être extrêmement attentif à la façon dont tu dépenses ton argent, bah en fait, je me suis fait une petite liste de joueurs qui sont à plus de 6% de rebond offensif et à plus de 1,8% de steal percentage et qui ont joué plus de 800 minutes cette saison. Je vais te faire la liste, mais on va se rendre compte qu'en fait, déjà, il y en a pas tant que ça pour l'instant, mais il faut les faire jouer. En fait, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont eu le temps de jeu suffisant, il faut déjà les faire jouer. Ouais. Ouais, tu veux Là, dire... comme ça, j'ai pas grand monde qui me vient, je réfléchissais. Peut-être Josh Okogie, mais. Alors, il n'y a pas Josh Okogie. Ah bah, si tu veux, je peux te faire un petit quiz, hein. Si tu veux essayer de les trouver, je te ferai peut-être pas sur les 9 parce que ça peut être un peu long. Ouais, je me suis mis une balle dans le pied là. Mais je peux te le faire sur les plus évidents. Le plus évident, c'est peut-être le premier profil, en fait, qu'on a eu comme ça, qui a été champion NBA avec les Warriors. Son père était un très grand défenseur. Attends, Livingston? Non. Warriors 2022. Warriors 2022. Et son père était oui, très Gary fort. Payton. Et Gary Payton qui est effectivement là-dedans. Qu'est-ce que je peux te donner d'autre? Il y a un joueur qui jouait aux Lakers, qui faisait partie un peu du white band des Lakers, qui a un nom à consonance très hispanique. J'allais dire Caruso, mais du coup, non. Non, qui joue aujourd'hui aux Lakers. Qui joue aujourd'hui aux Lakers? Qui est arrivé l'été Il est dernier. arrivé, du coup. Bah oui, mais putain, ils ont recruté qui? Ça y est. Non, mais qui a fait une saison avec les Lakers déjà. Il est arrivé été 2025. C'est pas ton Ça y est. truc. Ah, je suis terrible en quiz, putain, c'est terrible, quoi. C'est Jake LaRavia. Qui fait partie Et ça de la rentre? Ah oui, d'accord, ok, d'accord. ouais, ça rentre. Ça va jusqu'à ailier. Bah, Gary Payton, tu sais, tu peux un peu compter ailier, Goodwin aussi. J'ai compté meneur, Payton, combo. il fait 1m90, quoi, mais ouais. Effectivement. Il y en a un autre qui est un petit peu plus grand encore, mais ça reste un ailier qui joue à Boston. Gros temps de jeu cette saison. C'était un peu une des révélations côté Boston cette saison. Hugo Gonzalez? Ça aurait pu être Hugo Gonzalez, mais c'est pas lui. C'est l'autre. Shetterman? Non, Jordan Walsh. Ah oui. J'ai compté Jordan Walsh. Allez, le plus connu d'entre eux, le plus connu, c'est Dyson Daniels. Il y a aussi Ozar Thompson qui est dedans. Mais il y a un dernier plus connu qui joue côté Rockets. Qui est assez grand, mais qui a beaucoup joué comme les Rockets, joué très grand cette saison. Il a beaucoup joué 2 et 3, alors de base, c'est plutôt un 4. Ah, mais tu mets Smith? Non. Allez, un cran en dessous de Smith, un peu plus petit que Smith. Un peu plus que Smith. Mais et meilleur défense, plus polyvalent en défense. T'as dit qui? Amen Thompson, du coup. Non, tu pas m'as mis Amen Thompson. franchement, tu m'as mis Ozar, ça peut marcher. Hein. C'est Tari Eason. C'était Tari Eason. Okay, donc la liste en fait que j'ai là de joueurs qui rentrent là-dedans, donc plus de 6% de rebond offensif, plus de 1,8% de steal percentage et plus de 800 minutes. Il y a Jalen Clark qui joue à Minnesota, qui a peut-être été trade d'ailleurs. Jalen Clark, je regarde. Craig Porter qui était côté Cavs, Gary Payton, Jordan Walsh, Goodwin forcément, Tari Eason, Ozar Thompson, Jake LaRavia et le dernier c'est Dyson Daniels qui est quand même dedans. Et ce que je trouvais intéressant en prenant cette liste de 9 joueurs, tu as un joueur qui a plus de 20 millions par an. Tu as un joueur que je calcule pas trop, qui est en contrat rookie, c'est Ozar Thompson. Mais sinon, à part Tari Eason, qui je crois était autour des 10 millions cette saison, ils sont tous en dessous des 5 millions. Et donc, en fait, t'es que sur des profils qui ont un vrai apport, parce que tu vois, les joueurs, alors, on les connaît tous, quoi. C'est des joueurs qui ont un apport intéressant et qui coûtent vraiment pas cher. Il est sous quel contrat? Parce que pour être à moins de 5 millions. Qui donc? Il a encore un contrat rookie, Tari Eason ou...
Tarizon, non, je te disais, Tarizon, je pense qu'il était autour des 10 millions Ah cette oui, d'accord, saison. t'as dit comme ils sont tous ça. Oui, Non, d'accord, non, ok. non, il faisait partie des joueurs que moi je me suis compté 10 millions. Là, il vient de re-signer un contrat. Il me semble que l'année dernière, il était, je vais te dire ça tout de suite. Non, non, il est encore en contrat rookie l'année dernière, Ouais, visiblement. voilà. Donc en Ouais, plus, parce je l'ai que, à pas mon compté avis, alors il va qu'il coûter plus cher qu'il que était ça, dedans. hein. Donc tu as une majorité de joueurs qui sont en dessous des 5 millions et qui peuvent coûter vraiment pas cher et qui sont plutôt des profils d'ailleurs de joueurs que tu vas chercher assez loin dans la draft. Hein. Et qui donc structurellement peuvent ne pas coûter cher. C'est aussi des profils qui demandent d'avoir beaucoup d'énergie, donc ça peut correspondre à des jeunes joueurs. Et je trouvais ça assez intéressant. La seule problématique que tu as avec ces joueurs-là, c'est qu'il faut qu'ils ne soient pas trop problématiques en attaque. Et c'est vrai que, bon, forcément, le shoot est un peu impossible à avoir. Sinon, tu rentres pas dans la catégorie de manière un peu structurelle et c'est pas très intéressant. Ce que je me suis dit, c'est en fait, pour réussir à les rendre viables, ce qu'il faut réussir à faire, c'est de générer avec eux des paint touches. Je trouve que c'est ce que les Warriors faisaient très très bien avec Gary Payton. Je trouve qu'à l'inverse, c'est ce que les Rockets font très mal avec Tari Eason, mais c'est normal, ils ont pas de spacing. Ouais, ils ont pas le système, ouais, c'est ça. Ils ont pas le système qu'il faut. C'est aussi ce que les Hawks essayent de faire avec Jason Daniels, mais ont du mal à le faire. C'est plutôt ce que, mine de rien, les Pistons faisaient pas si mal avec Ozar Thompson. Donc je pense que c'est bien d'essayer d'aller chercher là-dedans soit un système qui structurellement peut générer des paint touches pour ce joueur-là, soit un joueur qui est capable d'aller en chercher lui, quoi. Ouais. Euh, Ouais. En fait, moi, ce que je dirais, c'est que là, ce que tu donnes, c'est une catégorie de joueurs qui s'ancrent dans, on va dire, l'actualité du jeu de bataille des possessions, parce que c'est des joueurs qui trouvent leur valeur là-dedans. Et après, c'est toujours, on va dire, une forme d'équilibre, c'est une forme de balance entre, ils sont capables d'apporter cette bataille des possessions. Généralement, c'est quand même plutôt des défenseurs positifs, voire très positifs. Et en fait, ce qu'il faut, c'est qu'ils soient pas préjudiciables à l'attaque au point où, en fait, ce qu'ils te font gagner en possession supplémentaire, ils te le font perdre sur l'attaque initiale où vraiment, quand ils sont sur le terrain, ton EFG descend trop drastiquement. Donc en fait, il faut que ce soit des attaquants suffisamment capables et des joueurs quand même suffisamment complets pour exister sur le terrain et notamment offensivement. Donc c'est là que il y a certains joueurs comme certains que tu as nommés, comme les Tari Eason, etc., qui sont quand même des joueurs assez complets, ça le fait. Il faut voir sur les autres profils qui vont être plus faibles et les joueurs à moins de 5 millions, s'ils arrivent à trouver une place. Et des fois, en fait, tu leur ferais trouver une place si ton système te permettait en fait de les mettre en valeur plus facilement. Et c'est là où avoir en fait des joueurs qui, on va dire, offensivement sont très forts pour faire briller les autres. C'est le cas, par exemple, de l'exemple de Gary Payton avec Stephen Curry. Ça peut être l'exemple d'une équipe où il y a Nikola Jokic. Arriver à faire briller ces gars-là sur des paniers faciles, entre guillemets, quoi. et ce que je trouve intéressant, c'est que sur la partie, effectivement, bataille des possessions, en fait, les grands qui t'aident beaucoup sur la bataille des possessions, veut dire l'avantage concurrentiel, il est déjà un peu perdu. Il coûte déjà en fait 15-20 millions. Tu vois tous. Et ce que je trouve intéressant, c'est que là, tu peux essayer d'aller les chercher un peu différemment. Et eux, en plus, t'apportent la partie presse tout-terrain que je trouve vraiment, que moi, je trouve pour le coup vraiment intéressante. La question que je me pose, c'est ces joueurs-là, ils vont aller jusqu'où en termes de salaire, en fait? Mmh. Tu vois? Je viens de Est-ce penser qu'ils à vont un rester truc, c'est autour de ça ou terrible. est-ce que ça va aussi exploser? Je viens de Comment? réaliser qu'on paye 25 millions pour Christian Brown et il est même pas dans la liste, quoi. C'est dramatique. Ah. C'est Ouais, mais quand vous dramatique. l'avez signé, et l'efficacité au tir, ça avait rien à voir avec ça. Ouais, Mais enfin bon, voilà, excuse-moi, je t'ai perdu. Vas-y, reprends ta question, je t'ai plus ma écouté. question, c'était est-ce que tu penses que ces joueurs-là, ils vont voir, comme ça a été le cas pour les intérieurs, leur prix exploser ou est-ce qu'ils vont rester bas? Sachant que cet été, on a eu 2 cas, hein. Tari Eason a été re-signé pour 15 millions l'année pendant 4-5 ans, je crois. Pendant que Jordan Walsh a été re-signé pour 5 millions l'année pendant 3 ans. Tu as les Je 2 pense cas. que justement, tu as 2 cas un peu différents. C'est-à-dire, tu as d'un côté Tarizon qui est quand même un joueur assez complet. Je trouve qu'offensivement, il a quand même un bagage qui est bien supérieur à celui de Jordan Walsh et en plus en défense, on est quand même sur quelque chose de très élite. Donc payer 15 millions pour Tari Eason, ça me paraît OK. À l'inverse, Jordan Walsh, quand même, tu sens que dès que tu arrives en post-season, son rôle se réduit. Et donc j'ai du mal à voir ce type de joueur aller chercher des contrats du double au triple facilement. Parce que dès que tu as trop de limites offensives, quand même si tu es bon sur la bataille des possessions, à un moment donné, entre guillemets, on paye trop ta présence sur l'attaque, quoi.
Bah, c'est sûr que Harrison, même si je crois qu'il a eu un gros coup de moins bien, ouais, c'était ça. Il a eu un gros coup de moins bien en fin de saison l'année dernière, mais normalement, il a un peu de shooting, donc il t'apporte un C'est minimum de ça, spacing, qui est pas c'est hyper ça. fonctionnel, mais un minimum de spacing. Parce que Jordan Watch t'apporte moins, même si cette saison, il a plutôt scoré. Moi, je préfère Jordan Watch à 5 que Izan à 15, hein, dans mon effectif. Ouais, Ouais. je sais pas, moi je trouve quand même que le J'aime beaucoup potentiel. Jordan Watch. Je suis pas sûr qu'ils aient le même âge aussi, hein, donc. Ah, je pense qu'on n'est pas loin, Ah hein. ouais? Je pense que Il me sur semblait l'âge, que Jordan Watch était arrivé beaucoup plus tard, Jordan Watch, il a moi. que 22 ans. Ok. Ah Et bah, je pensais qu'il était plutôt potentiel 26. Tarizan, il a, tac, 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 25 ans. Jordan Watch a 3 ans Ah et ouais, demi. bah j'ai inversé. Ok. Parce que Jordan Watch, il est arrivé extrêmement tôt en NBA, donc J'avais enregistré l'inverse. Très bien. c'est un peu étonnant. Voilà ce que je voulais dire sur ces joueurs-là. Ça fait un peu le prolongement sur notre cher Josh Hart. Je te redonne la main? Allez. Alors moi j'ai un exemple qui est un peu contraire à l'épisode, mais que je trouvais intéressant. En fait, comme on disait tout à l'heure, on est en train de regarder, surtout toi, mais les finales 2010. Et en fait, en voyant Rajon Rondo jouer, je me suis dit, mais tiens, c'est marrant, des joueurs comme ça. Aujourd'hui, il y en a plus en NBA. Et c'est vrai que moi, à l'époque où je me suis mis à regarder la NBA, donc on va dire au courant des années 2010, il y avait encore des joueurs avec ce profil, c'est-à-dire des joueurs du type meneur de jeu avec un fort niveau de création pour autrui, mais avec une capacité déjà de shoot inexistante et une capacité de création, on va dire, au scoring pour eux-mêmes plutôt faible, parce que Rajon Rondo était le haut niveau, mais à l'inverse, il y avait plutôt des joueurs comme Chris Duhon, comme Sean Livingston, comme André Miller, qui étaient peut-être beaucoup plus limités, on va dire, sur le global offensif, et qui étaient une sorte de, tu sais, de petite machine un peu à triple-double, entre guillemets, c'est-à-dire voilà, qui vont faire du 10-10-10, Ouais, je mais pensais à qui Jason Kidd, mais en fait, je me suis redit que c'est un profil peut-être un peu trop fort, mais Jason Kidd, c'est c'était un peu la hyper élite, rejetée de ouais. ça, quoi. C'était hyper élite, et surtout Jason Kidd, bon, moi, au moment où j'arrive en NBA, on va dire qu'il était plus trop au très haut niveau, mais oui, effectivement, Jason Kidd est un exemple. Et en fait, aujourd'hui, le seul joueur que je vois dans ce truc-là, il est au Jazz, c'est Isaiah Collier. Et en fait, je me demande ce qu'ils vont arriver à faire avec lui. Alors, il est dans un objectif qui est quand même plutôt optimisé parce qu'ils ont Mark Cannon et Jaren Jackson Jr. Mais le fait est que ce profil-là, pour moi, il a disparu. Il a disparu pour une raison simple, c'est ce qu'on disait en fait tout à l'heure, hein. C'est-à-dire que quand tu as ces joueurs qui ne pèsent plus offensivement, tu les mets dans des rôles un petit peu plug-in, comme on a vu avec Josh Hart, comme on voit beaucoup avec les pivots. Le problème, c'est que là, on parle de joueurs qui normalement tiennent la balle très longtemps. Et ça, du coup, aujourd'hui, c'est plus acceptable. Et donc, l'exemple des Collier, je le trouve marrant parce qu'on est quand même sur un joueur qui distribue autant ou plus de passes décisives, qui prend 2 tirs par match, ce qui est aujourd'hui, ça fait plus recette du tout, quoi. T'en penses quoi, toi, Isaiah Collier? T'aimes bien le joueur ou à l'inverse, t'es un peu en doute? Alors moi, je suis très fan de ce profil-là de base. Donc, je trouve qu'il a quand même des qualités athlétiques, il a une puissance qui font que au moins tu peux le voir se développer vers le cercle, mais ça ressemble quand même plutôt à un non-shooter, c'est-à-dire pas un joueur qui va arriver facilement à atteindre les 35-36% à 3 points. Donc je suis un peu dubitatif si l'équipe devient collective, qu'il arrive à, on va dire, à se développer dans un rôle important, surtout avec l'éclosion de Keyonte George. Mais par contre, à la base, moi, j'adore ces profils-là parce qu'ils ont un côté où ils sont obligés systématiquement de compenser en étant malins. Et c'est vrai que là, de revoir la finale, moi, la finale 2010, celui qui me fait le plus kiffer, c'est Rondo parce que je trouve que il a cette capacité à toujours être où il faut, à toujours faire un play qui fait qu'il trouve de la valeur, qui est absolument génial. Mais c'est vrai que ça c'est dur, quoi, d'être à ce point limité, quoi. Je pense que en fait, déjà ce que je trouve, ce que tu vois en observant la NBA pendant, on va dire 5 à 10 ans, c'est que tu vois que, il y a quand même des trucs un peu cycliques. C'est-à-dire, tu as des profils dont tu penses qu'ils ont complètement disparu, puis qui un jour reviennent, parce que tout est tellement une question de c'est tellement un puzzle à faire et d'équilibre avec les joueurs qu'il y a autour. Je pense que si tu prends 2015, jamais tu te dis que 5 ans plus tard, les 2 joueurs les plus dominants, ça va être Joel Embiid et Nikola Jokic, tu vois? Ça a pas trop de sens. Donc, je trouve ça intéressant que les équipes, elles retestent, tu vois, des trucs qui ont pu marcher. Je pense que la difficulté qu'il y a avec Isaiah Collier, c'est que pour moi, il y a 2 difficultés. Moi, j'adore le passing d'Isaiah Collier. Enfin, comme tout le monde, enfin, il a un passing qui est génial. Mais il y a 2 problèmes, c'est qu'il perd beaucoup de ballons. Et c'est vraiment un souci. Il perd beaucoup de ballons. Et je pas souvenir d'avoir trouvé que la défense était bonne. Le problème, c'est qu'à Utah, tout le monde défend très très mal. Donc bon, il faudrait le voir dans une défense plus fonctionnelle. Et du coup, j'aimerais bien voir un joueur comme ça. Est-ce qu'un joueur comme ça peut exister si par ailleurs il est bon sur le reste? Tu vois, s'il arrive demain en NBA un peu un monstre athlétique qui peut te faire la presse tout terrain et te faire de la création mais qui a pas de tir,
Ben, je pense qu'en fait, il peut trouver un rôle. Est-ce qu'il aura un rôle de starter? Je sais pas, mais il peut trouver un rôle dans un roster. Je pense, tu vois. Ouais, mais en fait, la difficulté, je trouve, là, c'est qu'il est au poste de meneur, tu vois? Et que c'est un poste qui, de base, cumule, on va dire, des problématiques du type, bah, déjà, physiquement, c'est ce que tu peux exploiter défensivement. Donc il faudrait que le joueur soit élite défensivement et donc assez athlétique. Mais en plus de ça, comme c'est lui qui tient beaucoup la balle, parce que c'est un meneur de jeu, bah, en fait, le fait de pas être un spacer, bah, défensivement, on est quand même dans une période où ce genre de joueur, tu te dis: «Bon, bah, c'est OK, je recule et je le pousse à shooter, en fait». Et le Mmh. truc, c'est que, bah, n'étant pas globalement un scoreur très bon à peu importe à quel niveau, il y a même pas ce truc comme il pouvait y avoir chez un Ja Morant, par exemple, qui avait pas le shoot, mais qui, par contre, si tu lui laissais un peu trop d'espace, bah, il finissait, en fait, il finissait au cercle d'une manière ou d'une autre. Donc ça va demander des qualités quand même élites dans plusieurs domaines pour arriver à jouer en NBA avec ce profil-là. Et un joueur comme Isaiah Collier, est-ce que vraiment tu acceptes ce compromis si l'équipe devient compétitive, alors que, bah, c'est pas un joueur majeur, en fait? Mais d'ailleurs, tu vois, alors c'est très compliqué de comparer les époques, hein, mais tu vois, que ça soit dans le Rondo, de 2010 ou même dans le Rondo de 2020 aux Lakers, qu'en fait, il est aussi extrêmement fort dans un rôle de connecteur, ce qui lui permet à certains moments de jouer avec beaucoup de spacing et de lui jouer sous la ligne à 3 points. Et là, il est incroyablement fort, mais on est vraiment à un niveau élite. Et peut-être que tu vois, si Collier arrive à développer un peu ça, bah comme tu l'as dit, ils ont Jaren Jackson, ils ont Larry Markkanen. Ça fout un peu le bordel dans une défense quand tu trouves un Collier au niveau des lancers francs. Tu comprends pas. Enfin, t'as un niveau de Oui. passe extraordinaire. Tu comprends pas trop ce qui se passe. Maintenant, en plus, il y a quand même le spacing vertical qui permet aussi de mettre en valeur ce genre de joueur. Mais je me demande si c'est pas quand même dépendant. En fait, je trouve que ce qui est intéressant aujourd'hui pour les défenseurs, c'est que on a eu un moment où les petits défenseurs étaient vraiment problématiques parce que demi-terrain, ils étaient trop ciblés. Mais la presse tout-terrain a pris tellement de place que je serais pas surpris qu'on revoie des petits défenseurs qui sont souvent quand même extrêmement mobiles et très très chiants. Je pense par exemple à José Alvarado, tu vois, Mmh. qui est petit et très chiant. Être capable en fait d'être viable, d'être plus que viable en défense, d'être positif. Peut-être que Red Shepard va le devenir avec de la presse, j'y crois moins pour le coup, mais peut-être qu'il va le devenir, tu vois. Mais d'être positif et donc du coup tu débloques ça. Je trouve qu'avec Collier c'est ça qui m'embête vraiment, c'est que la défense je vois rien en fait. Et il y a pas en plus, il y a pas cette je trouve cette explosivité dans les déplacements que tu trouves chez des joueurs qui, en fait, sont dans ces physiques-là, mais un peu plus frêles et donc ont plus de mobilité. Tu vois, Alvarado, il est là-dedans. C'est-à-dire que oui, il est petit, mais déjà, il a pas un temps de jeu très important. Donc quand il rentre, il est un peu sur des missions et puis en plus, enfin, il se déplace tellement facilement grâce à son poids plutôt léger, alors que Isaiah Collier, on est quand Il est même très sur un costaud, ouais. profil, tu te dirais presque, en fait, non, je le verrais plutôt défendre sur des joueurs plus grands et plus costauds parce qu'il a du coffre, quoi. Mais en tout cas, sans vraiment en fait s'attarder sur lui parce que honnêtement, je sais pas ce que deviendra sa carrière, mais globalement ce profil-là, bah, je trouve que ça va être compliqué, on va dire, de refaire venir des joueurs s'ils ont plusieurs carences. Parce que l'exemple de Rondo, c'est aussi quelqu'un qui a une science du placement. Enfin, franchement, sur le terrain, il est tout le temps où il faut. Il y a des endroits où normalement, tu imagines pas un meneur de jeu, tu vois. Mais tu vas régulièrement le voir aller attraper un ballon sous la ligne des lancers, intercepter un ballon là sur une remise en jeu, ce genre de choses qui font que il y a quelque chose de presque surnaturel en fait dans cette capacité à exister alors que bah t'as pas les armes pour normalement quoi. On va pas commencer à faire le podcast sur les Cars Oui, Celtics, excuse-moi, j'ai je beaucoup m'emballe à un peu, dire je sur le m'emballe un peu. playmaking de Rondo. Je m'emballe un Et peu. Mais oui, oui, non, mais attends, voilà, ouais, mais sur d'autres joueurs aussi qui ont eu ces rôles-là et qui, je trouve, étaient, bah, tu vois, tu parlais de Kidd qui avait ce côté aussi sens du placement et lui, en plus, il y avait quand même athlétiquement, je trouve qu'en défense, c'était impressionnant, quoi, donc en fait, je pense que moi l'impression que j'ai, c'est que le jeu est quand même devenu très schématique et que ces joueurs-là ont grandi dans des jeux qui laissent beaucoup plus de place à l'improvisation et que du coup ça développe un passing beaucoup plus polyvalent. Et je sais pas si LeBron James aurait été le joueur qu'il est aujourd'hui si en fait il avait commencé à jouer en 2018. Je pense que le fait qu'il ait commencé en 2003 et que c'est des jeux avec beaucoup d'improvisation, bah ça lui permet aussi de développer pas mal d'improvisation sur le passing. Je pense pareil pour Rajon Rondo. Mais on en parlera dans le podcast Lakers Celtics. Et du coup effectivement je trouve que c'est difficile pour les joueurs aujourd'hui de développer ça parce qu'en fait et sachant qu'il y a moins d'improvisation, bah t'as moins de répétitions pour Isaiah Collier va se trouver dans ces zones un peu étonnantes. Rondo, clairement, 2010, il y a des moments, il se retrouve dans des zones. Enfin, je il serais aurait pas surpris être que là. Doc Rivers ait envie de le mettre dans cette zone-là. C'est lui qui prend Non, la ouais, c'est liberté ça, d'y aller, en fait. Et, c'est ça. euh, et aujourd'hui, c'est devenu très difficile de le faire. Ouais.
Mais oui, effectivement, on verra si ça continue à exister ou si effectivement Isaiah Collier, parce que c'est quand même un niveau de passing vraiment très très haut, Isaiah Collier. Donc Ah c'est non, mais vrai que clairement, ouais. ouais, c'est vrai que si pour lui ça marche pas, tu peux te dire qu'à la fin, c'est peut-être que ce profil-là est mort, quoi. Oui, ou alors qu'il lui manque d'autres pièces pour, on va dire, équilibrer le profil, quoi. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Eh ben, je te propose qu'on passe sur un autre joueur, donc il m'en reste 2 du coup de mon côté, qui est aussi un joueur qui, moi qui m'intéresse sur sa transition. C'est Nikola Vucevic, qui d'ailleurs pourrait symboliser assez facilement avec Jonas Valanciunas la mort des postes scoreurs. Donc la relative mort des postes scores un peu unidimensionnels. Mais il se trouve que Nikola Vucevic, lui, est pas mort, à l'inverse de Jonas Valanciunas. Et je trouve que c'est assez intéressant de regarder pourquoi Nikola Vucevic, en fait, est pas mort. Moi, il se trouve que depuis 2-3 ans, j'aimais vraiment beaucoup le jeu des Bulls. Donc j'ai beaucoup regardé les Bulls et donc bah, j'ai pas mal de répétitions sur Vucevic. Alors les Bulls avaient un style de jeu un peu particulier avec beaucoup de vitesse et beaucoup de relance. Dans lequel d'ailleurs Josh Giddey s'éclate, mais donc c'est un peu particulier. Mais tu vois, quand tu regardes la saison 2024-2025 de Vucevic à 34 ans, c'est tout simplement sa saison en carrière avec le plus haut niveau d'efficacité. Il est à 1,22 points par possession, 66e percentile. Et il marquait 18 points par match, 10 rebonds, je me suis noté presque 19 points, 10 rebonds et presque 4 passes. Donc c'est vraiment un joueur qui produit offensivement un volume intéressant. Ça aura pris du temps, hein, mais c'est arrivé. Ça aura pris du temps. Et c'est quand même fou d'être à ton pic d'efficacité Alors à 34 piges. Non, mais alors, déjà, Il y a pas un moment, il c'est effectivement, il y a ça, mais il y a aussi le fait de le faire au moment où le roster est le plus décrépit, quoi. C'est-à-dire que Ouais. quand il avait des meilleurs joueurs à côté, il était Alors- catastrophique à l'efficacité. Alors ça, je suis d'accord, mais je pense que c'est aussi lié au fait qu'il y a eu un changement de style de jeu. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse avec Nikola Vucevic, parce qu'il se trouve que c'est une stat en passant, mais que dans les stats intéressantes, sur cette saison 2024-2025, c'est aussi sa plus haute fréquence en carrière de short mid. Et en fait, on pourrait penser que ces short mid, ils sont liés à du jeu au poste où il se rapproche et en fait, il arrive, parce que je sais pas, on pourrait se dire peut-être qu'il cible mieux les mismatchs. Effectivement, ça existe toujours. Nikola Vucevic a toujours une capacité. Moi, je trouve que dans les prises de position au poste, si tu sors de Joel Embiid et de Nikola Jokic, c'est sans doute le meilleur. Il est vraiment excellent. Et donc, il a des prises de position qui sont excellentes. Mais le truc qui a vraiment changé avec lui, c'est le développement du drive et de l'alternance sur le pick and pop entre short roll et fin de tir et drive. Et en fait, Vucevic, c'est pas Nicolas Vucevic, ouais, Nikola Vucevic, il a énormément développé son drive en fait depuis 2-3 ans. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est une des premières fois que tu vois un mec très lourd de 2-11, pur post scorer, développer du drive. Alors, Est-ce que c'est vrai? est-ce que Ou c'est est-ce que vrai? ou est-ce qu'il y a un joueur quand même qui a fait avant lui? T'en Parce as que en tête? pour moi, en fait, c'est Joel Embiid, en fait. Mais pour moi, c'est pour ça que je dis si tu sors du top, quoi. Oui, Mais OK, c'est vrai que d'accord. mais même Nikola Jokic a un tout petit peu de drive en soi. Oui, mais je trouve que Joel Embiid, il y a vraiment eu ce côté, j'étais un scoreur au poste et je me mets à jouer beaucoup plus en face-up et à faire du drive. Et en fait, je l'ai fait parce qu'il fallait que j'évolue de cette manière-là, tu vois. Et je trouve que c'est un peu pareil que ce qu'on disait avec Jokic. C'est-à-dire à un moment donné, il y a un top player qui le fait, ça valide que ça marche. Et donc, il y a des joueurs, on va dire, intermédiaires ou même role players qui se mettent à embrayer. Et je pense que Nikola Vucevic est un peu dans ce cas où il a été obligé de sortir de son rôle initial, en fait. Ce qu'on a vu avec Vucevic, c'est que la première séquence où il se retrouvait à faire pas mal de drive, c'était sur le pick and pop, où à une époque il tirait beaucoup sur le pop, et là il s'est mis à beaucoup moins tirer, à plutôt forcer de se rapprocher du cercle. Il est quand même respecté Vucevic sur le tir, donc il y a une dimension un peu de close-out quand même sur Oui, oui. quand il feinte le tir. Et comme c'est un close-out de pivot, il n'y a pas besoin non plus d'aller à 4000 km/h pour pouvoir arriver jusqu'au Oui, cercle. clairement. Donc ça, on l'a vu pas mal le faire. Et globalement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de liberté qui lui était donnée par Donovan sur la gestion du pic. C'est-à-dire, tu voyais très bien que comme il n'y avait pas de grand passeur, il le cherchait assez vite. Et c'est lui qui gérait, c'était du short roll ou du pop et drive. Et ça, il le faisait plutôt bien. Mais globalement, il y avait une vraie volonté de se rapprocher du cercle par le dribble. Moi, je l'ai vu même faire des drives en partant sur des situations de five out de la ligne de fond, dans laquelle il n'arrivait pas à aller jusqu'au bout de son drive. C'est pour ça qu'il y a énormément de short roll où soit il finissait en fait à 1 ou 2 mètres du cercle, soit il passait. Parce qu'on a aussi vu son passing se développer pas mal durant cette séquence-là, et c'est grâce à son drive. Et ce qui est intéressant, c'est que il essaye pas de s'inventer un drive délié. C'est un drive assez sûr sur le dribble, mais par contre quand il veut passer, en fait, il prend le temps.
comme il génère beaucoup de KO, parce qu'il a quand même un toucher dingue, Vucevic, il génère beaucoup de KO, en fait, ça peut lui permettre d'attendre un petit peu, de s'arrêter au short mid et puis de regarder où est la bonne passe à faire. Et souvent, il trouve la bonne passe à faire. Et ouais, je trouve que c'est une transition que je trouvais hyper intéressante et que pour le coup, j'imagine bien se transposer avec d'autres joueurs en fait. Mais du coup, les qualités que ça demande, pour moi, pour que ça puisse se transposer, quelles sont les qualités qui permettent à Vucevic de faire ça? Bon, la première, c'est du toucher. Il faut quand même beaucoup de toucher parce que réussir à finir sur du drive, il faut du toucher. Ou se retrouver souvent sur des short mid, il faut du toucher. Alors après, ces joueurs-là sont très très grands, donc sur short mid, souvent ils sont efficaces. Il faut du passing. De toute façon, quand tu fais du drive, il faut du passing. Et il faut une capacité, je pense, qui est assez importante à ne pas se précipiter quand tu fais ton drive. Or, souvent, les grands qui veulent driver, ils ont un peu tendance à être un peu bourrins, un peu précipités. Et après, je me suis donné une petite liste de joueurs il m'a semblé voir faire ça, mais je sais pas ce que t'en penses. Non, mais moi je suis d'accord. Je pense que Vucevic, il a trouvé, mais vraiment sur le tard pour le coup, parce que je trouve que la transition, elle a mis du temps à arriver. Et tu vois, on parlait de DeRozan, qui a jamais voulu changer. Je trouve que Vucevic, pour le coup, il a mis longtemps avant de comprendre qu'il fallait changer, mais dans un système où on l'a poussé à le faire, ouais, en fait, ça donne à minima, je pense, raison à Billy Donovan et au coaching staff des Bulls. Et la transition, elle est plutôt viable parce que, comme tu disais, il y a un toucher à la fois de scoreur et de passeur, parce qu'on voit que finalement c'est quand même un toucher assez différent, même s'ils peuvent être liés. Et Vucevic, il a, on va dire, ce côté un peu intérieur, c'est un peu all-around, qui par exemple faisait défaut à un Jonas Valanciunas, qui était quand même beaucoup plus limité sur le registre déjà de jeu de passe, même de mobilité. C'est-à-dire que Vucevic, il y a effectivement une question de toucher, mais je trouve qu'il y a aussi une question il est quand même assez léger en fait pour un pivot, je trouve. Il fait pas, tu sais, Il est pas massif. spécialement lent sur le drive, je suis d'accord avec toi, oui. Il est pas C'est d'une ça. immense lenteur, ouais. Ouais, ça, je suis d'accord. C'est ça. Et donc, il a quand même un niveau de mobilité qui justifie cette transition-là, là où je pense qu'elle est pas accessible à ces joueurs vraiment très, tu sais, scoring intérieur à l'ancienne, où en fait, c'était beaucoup plus du bully ball. Et là, on n'est pas dans ce registre pour Vucevic. Peut-être que c'est parce qu'on n'est pas dans ce registre aussi qu'il n'était pas aussi fort que ça, en fait, dans le jeu au poste traditionnel qu'il a joué quand même pendant très longtemps, quoi. Oui, et puis je pense que effectivement, il a une qualité Vucevic que tu retrouves d'ailleurs chez Embiid et chez Jokic de passing et de process. Il processe très bien le jeu, ça se voit, et d'ailleurs il perd pas tant de ballons que ça. Il est quand même assez clean en fait là-dessus. C'est là-dessus qu'il gagne son efficacité en fait. Il est pas spécialement efficace au tir, mais il est beaucoup dans le decision making quoi. Et tu vois, plus qu'en fait une évolution du poste, je pense qu'en fait c'est une nouvelle route qui s'est ouverte pour le poste d'intérieur. Et en fait, je pense qu'en fonction de quel type de joueur tu es, ça va devenir, on va dire, une trajectoire de carrière possible. Là où avant, on te mettait quand même sur le poste de pivot, tu avais plus du jeu intérieur et du rim runner. Et il n'y avait pas tellement d'autres options autour de ça, quoi. Tu vois, je me suis fait une petite liste de joueurs qui pour moi soit ont emprunté, soit empruntent cette dynamique-là. Je me suis noté, celui qui me paraissait le plus évident, c'est Jaren Jackson Jr., quand même dans sa dernière saison à Memphis, où il s'est mis à beaucoup driver, mais aussi à pas mal faire de post-up. Alors c'était un peu des deux quand son volume a augmenté, mais en tout cas, on l'a vu un peu moins tirer à 3 points et plus tenter du drive, avec pour le coup pas mal de déchets, parce que le passing n'existe pas. Donc on verra si c'est fonctionnel. Il y a Lauri Markkanen, qui dans la première partie de sa carrière était plutôt un post-score et s'est révélé en fait être un driver vraiment dangereux. Et moi j'aime beaucoup de toute façon le scoreur qui est Lauri Markkanen. Mais tu vois, c'est quand même des profils. Je trouve que Lauri Markkanen, c'était quand même un profil assez hybride, shooter dès le début, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc tu savais qu'il y avait un toucher et même une manière de jouer des fois en périphérie qui était quand même pas celle d'un Jonas Valanciunas, par exemple, pour te donner un comparatif, quoi. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Je me suis noté Porzingis quand même un petit peu, mais c'est moins systématique. Il est quand même un peu plus lourd Porzingis que les Vucevic et très très haut. Le dribble est vraiment très très haut, donc c'est compliqué de driver. Et puis j'ai l'impression qu'il y a quand même eu le Vucevic de début de carrière et le Vucevic post-rupture des ligaments Porzingis, tu croisés, veux dire? quoi. Ouais, ce que j'ai dit quoi? Ah non, pardon, Porzingis, ouais, je trouve qu'il y a eu vraiment, on va dire, un post-rupture des croisés à New York, où la mobilité était plus la même, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je me suis noté Al Horford dans une autre époque. Atlanta, c'était quand même un peu un post-scoreur, joueur de pop et qui a développé du drive. Et le dernier que je me suis noté, un peu plus sur des joueurs de maintenant, c'est Derrick Quinn, qui est quand même plutôt un joueur de drive, le pivot des Pels, et qui est pas inintéressant là-dedans. Et pour le coup, lui,
il semblerait qu'il puisse avoir une trajectoire élite là-dedans. Le seul problème, c'est que tout le reste est dégueulasse, quoi. Mais il pourrait avoir une trajectoire élite là-dedans. Tu vois, par exemple, il y a un joueur où je me pose la question, ça fait écho d'ailleurs si vous voulez l'écouter au podcast qu'on a fait avec Flo sur le scouting. Mais tu vois, je pense à un joueur comme Zakidi, qui est un énorme joueur de post-up de fac, 2 fois meilleur joueur de l'année, il tournait à 25 points par match, provoqué 11 lancers francs par match, enfin c'était n'importe quoi. Un toucher extraordinaire. Mais en NBA, c'est plus difficile d'aller jouer ça. Est-ce qu'il pourrait pas développer un peu de ça? Bon, on en est loin parce que les joueurs sont tellement grands. Quand tu es à 2,24, le dribble, c'est tellement dur. Mais je me dis, ça peut être intéressant d'essayer au moins de voir. Tu vois, t'es Memphis, bon, autant essayer de tester un peu parce que la trajectoire du post-up, elle marchera pas de toute façon. Donc, Non, après, encore une fois, je pense que tu as des prérequis de mobilité pour ce type de poste-là, où honnêtement, je sais pas, parce que ça fait partie des équipes que je regarde pas trop Memphis, mais je sais pas si Zakidi est vraiment là-dedans, quoi. Zakidi, l'énorme problème, c'est clairement la mobilité qui est Il me semblait. plus que problématique. Enfin, moi, j'aime pas du tout Zakidi, mais ça Mais cela dit, tu vois, je trouve qu'on voit des joueurs dans des trajectoires de carrière que tu n'imaginais pas forcément gagner en mobilité et qui quand même font des trajectoires plutôt étonnantes. Alors, en fait, moi, ce qui me dérange, c'est pas tant la mobilité sur ces grands-là, c'est surtout, à partir du moment où tu drives, il faut que tu arrives à faire en sorte que ton dribble soit pas trop haut, sinon t'es Oui, mort. il faut qu'il y ait une coordination, un dribble, etc., quoi. Ouais, et puis mécaniquement, même, tu vois, même Victor en soi, à 2,24, bah, quand tu dribbles, c'est vraiment problématique de 24, quoi, tu vois. Ouais. Mais tu vois, par exemple, un gars que j'imaginais pas du tout faire cette trajectoire-là, c'est Nasrid. Moi, Nasrid, quand je l'ai vu arriver, je le trouvais balourd, je le trouvais lourd et je l'imaginais pas un jour se retrouver à être un des intérieurs les plus mobiles de la ligue, avec un shoot à 3 points aussi efficace et une capacité à driver, quoi. Mais je suis quand même curieux de voir sur les très grands si ça va être testé parce que C'est il y a plus dur. tellement un retour des C'est plus dur. immenses pour la protection de cercle que tu vois bien avec Chatham Green qu'en fait les utiliser en spacer, c'est un peu problématique parce qu'ils sont pas assez fiables et en fait t'en as pas beaucoup des joueurs si grands que ça qui sont vraiment fiables sur le tir. Il faut voir si t'arrives pas un peu à aller chercher quelque chose d'autre, quoi. Bah, Victor, oui, mais bon, Victor, c'est un alien, il y en a un par génération, il n'y en aura pas un autre, donc faut voir autre chose. Oui, mais le truc, c'est qu'après, quand il y a pas justement cette capacité balle en main, slash Ah, clairement. d'avancer, normalement, le seul truc qui vient, c'est le 3 points, tu vois. C'est pour ça que, par exemple, Portland, avec Donovan Kingan, quand même, le grand espoir, c'est qu'il arrive à passer la barre des 36% à 3 points, quoi. Non, mais clairement, clairement, clairement. Mais il y aura pas beaucoup de regagnants là-dedans, vu que historiquement, il y en a pas eu beaucoup. J'ai peur qu'il y en ait pas énormément. Pas chez les géants, en tout cas, ouais, clairement. Ouais, ouais, clairement. Et pour autant, ils reviennent tous parce qu'il faut protéger le cercle et qu'en plus, maintenant, il va falloir battre Victor, il va falloir, enfin, Oui, mais après, si c'est juste le, tu sais, le fantasme du il faut un stopper à Victor Wembanyama, je pense que dans 2-3 ans, c'est un fantasme qui sera peut-être passé aussi, hein, parce que c'est possible aussi. Ouais, ouais, non, c'est possible aussi. Tu vois d'autres choses à dire là-dessus? non, écoute, on peut passer au dernier. Bah, je passe au dernier joueur. Je vais aller assez vite là-dessus, parce qu'en plus, on a déjà fait une bonne heure podcast. L'idée, c'était pas que le podcast soit interminable. C'était Dylan Harper. Mais alors, lui, c'est vraiment... j'ai pris lui comme j'aurais pu en prendre 3 ou 4 autres. C'est pour moi un phénomène que je vois depuis 2-3 ans. C'est l'évolution que je trouve impressionnante des jeunes drivers sur leur footwork. Où je trouve qu'on a de plus en plus de jeunes drivers qui ont une qualité de footwork que je trouve vraiment exceptionnelle. Je m'en suis noté 4 qui sont les 4 premiers, moi, qui me viennent en tête quand je pense à ça, qui sont sur des profils un petit peu différents, mais forcément Stephen Castle, qui a un footwork génial, Dylan Harper, Cooper Flagg et Matthias Boezelis. C'est les 4 joueurs, moi, que je me suis noté dans les joueurs qui sont depuis moins de 2 ans en NBA, où je trouve qu'on a vraiment une qualité de footwork exceptionnelle. Donc, ce que je veux dire par là, c'est des joueurs qui sont capables de driver, de décélérer quand ils drivent, de s'arrêter et de faire un spin, ce que Cooper Flagg adore faire, par exemple, de faire des Eurostep, et en fait, d'aller chercher toute la dimension verticale que tu as horizontale, oui, pardon. Toute la dimension horizontale que tu as sur l'exploitation du double pas. On a eu le développement du spacing vertical avec la hauteur. Il y a eu une vidéo, je pense que c'était de B-Ball Ben Breakdown, Taylor. je pense. Je pense que c'est Ben Taylor, hein. Ouais, c'était Si peut-être on Ben parle de la Taylor, même. qui a quoi? Qui doit avoir une petite année où il parlait d'Iannis et du développement globalement de l'horizontalité Du des jeu. joueurs, et qu'on était de plus en plus dans une ligne d'horizontalité que je trouvais hyper intéressant. Si je le retrouve, je vous le mettrai en commentaire. Et c'est vrai que je trouve que la liste est en train vraiment de s'allonger, et je suis de plus en plus en train de me demander si ça ne doit pas faire partie
du package de base en fait. Alors à minima des drivers, mais même des joueurs d'avoir un gros footwork au cercle pour décélérer, gagner du temps, trouver des angles. Tu vois, le contre-exemple que j'avais pour moi, c'est Zachary Rizachet, qui est gêné par ça, par son manque de footwork à l'accès au cercle. Et en fait, s'il avait un meilleur footwork, il pourrait faire plein de choses parce qu'il a des segments extrêmement longs. Et le footwork te permet souvent de compenser un manque d'explosivité, une difficulté de jouer à plusieurs vitesses en dribblant. Enfin, ça peut être, ça t'ouvre énormément d'options, quoi. Non, mais c'est devenu un enjeu majeur pour finir au cercle. Effectivement, la vidéo dont tu parles, c'est une vidéo de Ben Taylor où justement, il faisait un petit peu l'autopsie du jeu basé sur la verticalité et aussi peut-être presque d'une perte d'impression de verticalité de la NBA face à un jeu en fait, qui est de plus en plus horizontal avec de plus en plus de double pas, d'eurostep, de finition avec contact justement pour essayer de gagner en efficacité et bah, évidemment, tous les joueurs qui arrivent en NBA maintenant risquent d'avoir un package beaucoup plus impressionnant sur la moyenne parce que c'est la nouvelle façon en fait de finir au cercle. Moi, effectivement, on a vu un Dylan Harper qui était incroyable dans ces playoffs et on le voit en plus, ils ont une maturité sur le footwork très très tôt dans leur carrière qui est quand même assez importante et en plus sur un grand nombre de joueurs. Donc je te dis, c'est pas juste on va dire une exception, c'est quand même on va dire un phénomène, je pense assez évident maintenant et effectivement, c'est un peu tous les enfants des Ginobili, des James Harden qui ont un petit peu ouvert la voie avec tout ce jeu-là. Maintenant, tu sais, moi, c'est un truc qui a un peu rien à voir, mais je pense aussi que c'est un peu l'explosion des blessures qu'on voit en ce moment. C'est aussi ce type de joueur-là. Et je me demande justement comment la NBA va traiter ça et comment les équipes vont suivre ces joueurs parce que c'est à la fois une opportunité et une problématique, quoi. Typiquement, la décélération, je pense que pour les genoux, c'est une catastrophe. Je pense que ça doit te Même défoncer les genoux. même les blessures musculaires, en fait, Ouais. voilà, donc ouais. Ah non, mais tout à fait, ouais. Ce qu'a ajouté Ben Taylor d'ailleurs qui était intéressant, c'est qu'il le reliait aussi à un changement de règle, c'est le Gather Step qui te donne presque un pas de plus et donc qui permet de plus s'amuser avec le double pas. Bon, je trouve que le Gather Step a un peu toujours existé en NBA, c'est là où je trouve c'est un peu la limite de son analyse. Ce qui est intéressant avec le footwork, c'est que ça te donne du temps dans la finition au cercle, faire des feintes. Moi, je trouve qu'aussi ça te donne beaucoup de temps pour faire du playmaking. Et typiquement, Stephen Castle est un super exemple de ça, parce que Castle, il adore arriver au cercle, décélérer, et souvent, il s'en sert beaucoup pour faire une passe, beaucoup plus que pour scorer. Et en fait, ça crée un temps de freeze pour la défense. J'en parle souvent de cette importance de savoir mettre le temps en suspens quand tu fais des paint touches. C'est vraiment un truc qui vaut très très cher, parce que toute la défense est en panique quand il y a des paint touches. Et si toi, le temps se déroule à une allure différente, tu gagnes énormément de choses. Je me suis fait une petite liste de joueurs qui sont en NBA depuis moins de 4 ans, donc toujours dans leur contrat à rookie, et qui sont à plus de 8 drives par match. 8 drives par match, c'est déjà un bon volume de drives, pour le coup. J'ai quand même 16 joueurs, hein. C'est énorme, hein, 16 joueurs, je trouve. Alors, tous ne sont pas liés qu'au footwork. Parfois, c'est juste des joueurs hyper explosifs. Tu vois, par exemple, Brandon Williams, qui joue à Dallas, c'est plutôt lié à de l'explosivité. Scoot Anderson, il y a aussi un peu de footwork. Par exemple, je me suis noté Keyonte George. Pour toi, Keyonte George, il a un gros footwork, c'est surtout l'explosivité qui lui permet d'aller au cercle. Pour moi, il a un premier pas de dingue. Ouais, c'est le premier pas, là, on est d'accord, c'est Ouais. plutôt le cas du premier pas, ouais. Mais tu vois, dans la liste que je me suis donnée, alors je vais pas forcément donner les 16 noms, mais il y a des joueurs qui sont finalement pas non plus avec un premier pas si dingue que ça. Par exemple, Isaiah Collier, moi je trouve pas qu'il a un premier pas de dingue. Et il a plus du drive par match. Donc c'est qu'il arrive quand même à y aller. Keyshawn George, qui est le joueur de Washington, qui a ça. T'as le binôme Brandon Miller avec Knoppel, qui sont aussi à plus de 8 drives par match. Alors Brandon Miller est un peu plus dans la verticalité, mais Knoppel, pour le coup, il y a du footwork. Et tu peux pas dire c'est l'explosivité, lui, pour le coup, parce que Exactement. Je me suis noté AJ Mitchell. Moi, je trouve qu'il y a un footwork fou chez AJ Mitchell, donc de OKC. Ryan Rollins aussi, je trouve que le footwork est pas mal, qui fait aussi partie de cette liste-là. ouais, et je trouve pas dans son cas qu'il est particulièrement explosif, ou que ce soit en tout cas particulièrement impressionnant. Donc lui aussi, ça se base aussi, oui, sur des fondamentaux de footwork, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et tu vois, même Dylan Harper et Stephen Castle, pour moi, ils ont pas un premier pas de malade, hein.
Ah, qui a c'est l'air des peur bons quand même. premiers C'est vrai pas, qu'il mais est genre, bien. c'est pas des Derrick Rose ou des Russell Westbrook, quoi, tu vois. On n'est pas non plus à ce Non, ils niveau-là. sont pas supersoniques, mais bon, C'est pas des Keontae George. Tu vois, par exemple, j'ai Nolan Traoré. Moi, je trouve que Nolan Traoré est pas plus lent qu'eux, hein, par exemple. ouais. Bah, pour le coup, j'ai pas assez de répétitions sur Et Nolan pour Traoré. finir la liste, du coup, dans les autres joueurs que j'avais, il y a Ben Saraf, donc il y a 2 joueurs honnêtes, c'est un Nolan Traoré, Ben Saraf. Il y a Jeremiah Fears, le meneur Des des Pelicans. Pelicans, Scott Anderson, mais je crois que je l'ai déjà dit, et ça doit faire à peu près tous les noms. On doit avoir à peu près tous les noms. Donc voilà, c'était le dernier le dernier truc un peu important que je m'étais noté. Donc on est donc sur 6 mouvements un peu majeurs, donc le développement du footwork, les arrières pas chers qui t'aident sur la presse tout terrain et le rebond offensif, donc le déplacement de la bataille des possessions des intérieurs vers les arrières, les bigs un peu joueurs au poste qui deviennent des drivers, les superstars recyclés, la fin des playmakers purs et les non-shooters porteurs de balles, qui ne sont pas des pivots, vu que ton sujet c'était Josh Hart, qui n'est pas un pivot. On est là-dessus. Bah, en tout cas, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous les partager. J'ai plus la liste que je m'étais fait. En plus, j'ai pas mon téléphone à côté de moi parce que je crois que j'avais 2, 3 autres trucs. Mais ça peut être un peu long à trouver, donc c'est pas grave, je vais pas le faire. Je le mettrai dans la section commentaires pour que vous puissiez voir éventuellement les autres joueurs que j'avais en tête et les autres mouvements que j'avais en tête. Et puis sinon, bah, on va terminer comme à chaque fois, Jérém. Restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. À plus!